La plupart des amateurs de sensations fortes recherchent l'adrénaline, mais pour certains, la quête se termine en tragédie. Dans cet aperçu glaçant de 5 cascades téméraires qui ont mal tourné, nous dévoilons les moments où des exploits audacieux sont devenus fatals. Du saut à l'élastique aux incidents de parachute, ces cascades étaient censées défier le danger, mais elles sont devenues des rappels sombres que même les risques les plus extrêmes ne paient pas toujours. 14 août 2013. L'air vif de la montagne traversait le silence des Alpes suisses, où des volutes de brume matinale s'accrochaient encore au sommet déchiquetés comme des doigts fantomatiques. À Chamonix, en France, juste de l'autre côté de la frontière suisse, l'atmosphère crépitait d'une énergie différente, faite d'anticipation et d'excitation à peine contenue. Ce n'était pas juste un autre jour dans les montagnes. C'était le premier jour de Helibase 74, où 20 des pilotes de wingsuit les plus élites du monde s'étaient rassemblés pour repousser les limites du vol humain. Parmi eux se tenait Mark Sutton, âgé de 42 ans. Un homme dont le nom était devenu légendaire un an plus tôt, lorsque des milliards de personnes l'avaient regardé sauter en parachute aux Jeux olympiques de Londres en tant que James Bond. Ce moment historique, où lui et Gary Connery, déguisés en reine Elisabeth II, avaient descendu le ciel nocturne avec des parachutes, Union Jack avait captivé l'imagination du monde. Son corps athlétique portait la confiance tranquille de quelqu'un qui avait dansé avec la gravité des centaines de fois auparavant. Mais même les vétérans du ciel savent que chaque saut porte ses propres avertissements murmurés. Quelques jours plus tôt, Sutton avait écrit sur Facebook à propos de la belle journée à Chamonix et combien il l'aimait après avoir effectué plusieurs vols réussis en wingsuit. Il a décrit un vol en parapente spectaculaire avec le Mont Blanc et les glaciers scintillant en arrière-plan. Il n'y avait aucun moyen de savoir que ce serait parmi ses derniers émaux au monde. À 10 800 pieds au-dessus de la région du Grand Ottens, Sutton et son ami proche, Tony Uragallo, se préparaient pour ce qui devait être un vol d'échauffement d'1 minute en plein air. Les montagnes en dessous semblaient presque paisibles, inconscientes qu'elles allaient bientôt devenir le théâtre d'une tragédie. Les deux hommes ont effectué leur dernière vérification de sécurité avec une précision experte. Leur combinaison ailée, spécialement conçue pour transformer le corps humain en profil aérodynamique, était en parfait état. Sutton a fait son signe de pouce, levé caractéristique à la caméra, une image finale qui entrait plus tard ceux qu'il connaissait. Aux environs de 11 heures du matin, Sutton fit ce dernier pas dans le vide, avec Uragallo le suivant de près. Pendant ces précieuses premières secondes, le vol était parfait. Sa wingsuit a capté l'air exactement comme prévu, son corps ne faisant qu'un avec le ciel alors qu'il atteignait des vitesses de 155 miles par heure. La vallée s'étendait sous lui, comme une toile vivante, le même genre de vue qu'il avait maîtrisé d'innombrables fois auparavant. Mais à peine 20 secondes après le début du vol, quelque chose a terriblement mal tourné. La trajectoire de Sutton l'a amené trop près d'une crête montagneuse. À des vitesses aussi dévastatrices, il n'y avait pas de temps pour corriger. L'impact a été instantané et catastrophique. Uragallo, toujours en vol, ne pouvait que regarder son ami s'éloigner et disparaître de vue. Les caméras ont capturé ces derniers instants, bien que, par chance, pas l'impact lui-même. Lorsque les secours sont arrivés quelques minutes plus tard, à bord d'un hélicoptère Air Glacier, la scène était si grave qu'un test ADN serait plus tard nécessaire pour une identification formelle. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté des sports extrêmes. Danny Boyle, qui avait dirigé Sutton lors de cette mémorable cérémonie olympique, a parlé de lui comme étant doux et réfléchi, ajoutant que parmi toutes les contributions au spectacle olympique, aucune n'était plus belle et courageuse que celle de Mark Sutton. Sa petite amie, Victoria, n'avait plus que des souvenirs, y compris une image poignante de la nuit olympique où elle l'avait fièrement appelé « Mon très beau 007 ». Mark Sutton est mort comme il a vécu, repoussant les limites du vol humain, cherchant ce moment parfait où la terre et le ciel se rencontrent. Son héritage sert à la fois d'inspiration et de rappel, saisissant de la ligne ténue que les athlètes extrêmes empruntent, où la différence entre triomphe et tragédie peut se mesurer en quelques secondes et centimètres. C'est le 20 janvier 2016. L'océan Pacifique se déchaînait sans relâche contre la côte accidentée de Californie alors que l'aube se levait sur Big Sur. Le pont Bixby, une merveille architecturale s'élevant à 280 pieds au-dessus des eaux tumultueuses, projetait de longues ombres dans la lumière du matin. Pour la plupart, ce pont emblématique était le rêve d'un photographe. Mais pour les base jumpers, il représentait tout autre chose, une porte vers l'adrénaline pure. Mary Catherine, Katie Connell, une infirmière de 30 ans de Ventura, Californie, se tenait sur le pont ce matin-là, le cœur battant avec une anticipation familière. Avec plus de 300 sauts base à son actif, Katie était une figure respectée dans la communauté des sports extrêmes. Les amis la décrivaient comme quelqu'un qui s'immisçait dans votre cœur et n'en partait jamais,
combinant son esprit casse-cou avec une chaleur authentique qui touchait tous ceux qu'elle rencontrait. À ses côtés se tenait Rami Kajala, un Finlandais de 42 ans et instructeur de base jump avec un impressionnant total de 2500 sauts à son actif. Légende du sport depuis 2003, il avait fondé ravenbase.com pour fabriquer des combinaisons de tracking spécialisées conçues pour un vol optimal. Ses élèves le connaissaient comme le maître Jedi Tracker. La caméra GoPro de Katie tournait alors qu'elle se préparait à son saut. À précisément 11 heures du matin, elle a fait ce dernier pas dans le vide. Pendant un instant, elle était une poésie en mouvement, descendant à travers le ciel clair de Californie. Mais alors qu'elle approchait de sa cible d'atterrissage, 3 vagues massives, plus grandes que prévu, se sont précipitées vers le rivage. La première vague a attrapé Katie juste au moment où elle a atterri. La deuxième l'a fait tomber. À la troisième vague, elle avait disparu de vue, emportée par le Pacifique impitoyable. Ce qui s'est passé ensuite allait montrer à la fois la plus haute forme de courage et le plus cruel des coups du sort. Rami, observant d'en haut, n'a pas hésité. Dans une décision prise en une fraction de seconde, qui en disait long sur son caractère, il a retiré son casque et son parachute, des équipements qui auraient pu s'emmêler et l'entraîner vers le fond dans les eaux turbulentes. Puis, dans un acte de sacrifice ultime, il a plongé dans l'océan après Katie. Quelques jours plus tard, le parachute et la caméra de casque de Rami ont été retrouvés échoués sur la plage. Les images récupérées racontaient l'histoire déchirante de leurs derniers instants. La descente de Katie, les vagues et la tentative désespérée de Rami pour sauver son ami. C'était un rappel brutal que même les athlètes les plus expérimentés peuvent être victimes de la puissance imprévisible de la nature. Katie était rappelée comme une fille, une sœur, une tante de 2 nièces et une chrétienne dévouée dont la foi était bien connue. Son ami, Lace Carber, ne pouvait se résoudre à déranger la chambre de Katie, qui contenait encore ses affaires et sentait agréablement et doucement comme du linge frais. Le sacrifice de Rami a ajouté une autre couche de tragédie à l'histoire. Ses compagnons de saut ont parlé de son dévouement au sport et de sa volonté d'aider les autres. La double tragédie à Big Sur sert de rappel saisissant des risques inhérents aux sports extrêmes et des liens qui se forment entre ceux qui les pratiquent. Katie et Rami sont morts comme ils ont vécu, en repoussant les limites et en veillant l'un sur l'autre. Leur histoire ne concerne pas seulement 2 vies perdues. Elle parle de courage, de sacrifice et du prix ultime que certains paient dans la poursuite de leur passion. Août 2015. Le soleil se couchait sur la Cantabrie, en Espagne, projetant de longues ombres sur le pont de Cabezón de la Salle. À 430 pieds au-dessus du sol, le pont historique se dressait comme un imposant témoignage de l'ingénierie humaine. Mais ce soir-là, il deviendrait la scène d'une tragédie qui ébranlerait profondément la communauté des sports extrêmes. Vera Mal, âgée de seulement 17 ans, se tenait parmi un groupe d'adolescents néerlandais, tous impatients de goûter à leur première montée d'adrénaline. La jeune femme des Pays-Bas avait voyagé en Espagne avec le rêve de vivre le frisson ultime. Ses yeux brillants et son sourire excité ne laissaient entrevoir aucun indice du destin qui l'attendait. Elle était la dernière de la file parmi 13 sauteurs, une position qui s'avérerait dévastatrice. L'entreprise qui organisait l'opération, Aqua 21 Aventura, organisait des sauts depuis ce pont depuis un certain temps. Mais ce qu'aucun des adolescents ne savait, c'est que cet endroit n'était même pas légalement autorisé pour le saut à l'élastique, selon les réglementations espagnoles. C'était juste l'un des nombreux détails cruciaux qui entraînent plus tard cette histoire. Alors que l'obscurité approchait, l'horloge indiquant 8h30 du soir, Vera monta sur la plateforme. Le harnais était déjà attaché à ses chevilles, une procédure standard pour le saut à l'élastique. Mais il y avait une différence cruciale. Le cordon n'avait pas encore été fixé au pont lui-même. Dans la lumière déclinante, cette erreur fatale passa inaperçue. L'instructeur, dont le nom serait plus tard retiré des dossiers publics, se tenait à côté d'elle. Son expérience dans le sport était considérable, mais il y avait une faiblesse significative dans son expertise, sa maîtrise de l'anglais. Les tribunaux le décriraient plus tard comme macaronico, c'est-à-dire très mauvais. Ce qui s'est passé ensuite deviendrait l'objet d'un examen juridique intense. L'instructeur, ayant l'intention d'empêcher Vera de sauter avant que les vérifications finales de sécurité ne soient terminées, a crié ce qu'il pensait être un ordre clair « No jump ». Mais dans l'atmosphère tendue avec l'adrénaline à son comble et son accent prononcé déformant les mots, Vera a entendu quelque chose de complètement différent. « Maintenant saute ». En une fraction de seconde, la différence entre 2 phrases simples en anglais « ne saute pas » et « maintenant saute » est devenue la différence entre la vie et la mort. Vera, croyant avoir reçu le feu vert, a fait ce pourquoi elle était venue. Elle a sauté. Les instants suivants se déroulèrent au ralenti horrible pour les témoins au-dessus. Il n'y eut pas de rebond du saut à l'élastique, pas de retour triomphant vers le haut. La corde, non attachée à un point d'ancrage, suivit Vera dans l'obscurité grandissante.
Sa chute fut sans interruption, impitoyable et finalement fatale. Les conséquences révéleraient une cascade d'échecs qui ont conduit à ce moment tragique. L'instructeur aurait dû utiliser la phrase standard « Ne sautez pas » pour éviter toute confusion possible. Il aurait dû vérifier l'identité de Vera. Elle était en dessous de l'âge légal de 18 ans requis pour le saut à l'élastique en Espagne. Le pont lui-même n'était pas approuvé pour de telles activités. La lumière déclinait, rendant les vérifications de sécurité plus difficiles. Les tribunaux de Cantabrie ont ensuite confirmé une décision selon laquelle l'instructeur pourrait faire face à des accusations criminelles, y compris d'homicide involontaire. La société Aqua 21 Aventura a fait appel, arguant que Vera avait sauté prématurément et que c'était un accident. Mais les juges étaient clairs. Le mauvais anglais de l'instructeur, combiné avec les autres violations de sécurité, avait créé la tempête parfaite pour une tragédie. Martin Clam de Flowtrack, l'entreprise qui employait l'instructeur, reconnaîtrait plus tard que bien que Vera ait été attachée par la corde, elle avait sauté avant d'être sécurisée au pont, une admission dévastatrice qui est venue trop tard pour sauver une jeune vie. La mort de Vera Mal a provoqué des remous dans la communauté des sports extrêmes, soulevant de sérieuses questions sur les normes de sécurité et les protocoles de communication. Son histoire est devenue un rappel tragique que dans les sports extrêmes, une communication claire peut être aussi cruciale qu'un équipement adéquat. Une simple barrière linguistique, combinée à une série de négligences, avait transformé ce qui aurait dû être une aventure excitante en le pire cauchemar de tout parent. 3 novembre 2024. Le soleil montait sur Rio de Janeiro, Brésil, projetant des ombres dramatiques sur les falaises de Pedra Bonita. À 820 pieds au-dessus du sol, la formation naturelle se dressait comme un témoignage imposant de la beauté brute de la nature. Mais ce matin, elle deviendrait la scène d'une tragédie qui ébranlerait la communauté des sports extrêmes jusqu'à son cœur. José de Alencar Lima Jr., un vétéran du ciel âgé de 49 ans, se tenait au bord du sentier interdit, son speedwing soigneusement déployé derrière lui. Le paysage tentaculaire de San Conrado s'étendait en dessous, une tapisserie où la vie urbaine rencontrait le paradis tropical. Pour Lima, qui avait voyagé de son domicile en Allemagne pour revenir dans son Brésil natal, ce saut devait être un autre témoignage de ses 2 décennies de maîtrise dans l'art du vol humain. Ses références étaient impeccables. Ancien parachutiste dans la brigade d'infanterie parachutiste d'élite de l'armée brésilienne, instructeur de parachutisme expérimenté et un homme qui avait fait de l'air son second foyer. L'air du matin bourdonnait d'une énergie particulière, tandis que Lima vérifiait méthodiquement son équipement. Chaque sangle, chaque ligne de son speedwing subissait son examen expérimenté. Le speed flying, un hybride palpitant de parapente et de vol de proximité, exigeait rien de moins que la perfection. Le sport était impitoyable, un équilibre délicat de vitesse, de compétence et de décision en une fraction de seconde, tout en volant à quelques pieds des falaises à des vitesses ne laissant aucune place à l'erreur. Parmi la petite foule qui se rassemblait pour regarder, des murmures d'anticipation se mêlaient à l'inquiétude. La voix d'une femme s'éleva au-dessus des autres, ses mots résonnant lourdement dans l'air. « Les gars, je suis inquiète. » L'inquiétude n'était pas infondée. Lima avait choisi de décoller depuis un sentier strictement interdit par le São Conrado Hang Gliding Club, contournant la rampe désignée qui avait été soigneusement sélectionnée pour ses conditions de décollage optimales. Le moment de vérité approchait. Lima se positionna pour le décollage, son corps tendu par l'anticipation familière qui précédait chaque saut. Ses yeux scrutaient l'horizon, calculant l'approche qui était devenue une seconde nature après des milliers de vols réussis. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. Que ce soit le point de lancement non autorisé, les vents matinaux traîtres fouettant autour de la falaise, ou quelque autre variable fatale, l'équation délicate d'un vol réussi était sur le point d'être tragiquement déséquilibrée. Alors que Lima commençait sa course vers le vide, le temps semblait ralentir. Son aile de vitesse commençait à se déployer, le tissu captant l'air du matin dans ce qui aurait dû être une courbe gracieuse vers le vol. Au lieu de cela, des témoins ont décrit l'avoir vu perdre l'équilibre au moment crucial du décollage. En une fraction de seconde, la précision contrôlée d'un sauteur expérimenté s'est transformée en une chute incontrôlée. La foule regardait avec horreur son corps chuter vers les rochers en contrebas. La distance, presque la hauteur de 3 statues de la Liberté, disparut en quelques secondes. L'impact fut immédiat et fatal. Le son résonnait sur les parois des falaises comme un dernier témoignage de la nature impitoyable des sports extrêmes. Dans les suites, le São Conrado Hang Gliding Club a publié une déclaration soulignant la tragédie de la décision de Lima de contourner des protocoles de sécurité cruciaux. Le pilote n'a pas utilisé la rampe pour décoller. L'endroit qu'il a choisi pour le décollage est mauvais et même interdit. Le 155 n'est pas responsable de l'incident. Avec cette clarification, que le pilote repose en paix.
Sa belle-sœur, aux prises avec la perte dévastatrice, a eu du mal à comprendre la tragédie. « Nous n'avons aucune idée de ce qui a pu se passer », a-t-elle dit aux journalistes, la voix chargée d'émotion. Mais il était parachutiste professionnel depuis 20 ans. Il était expérimenté. Ce qui s'est passé était un accident. Elle a révélé que Lima avait prévu de voyager à Dubaï. Sa prochaine aventure tragiquement écourtée. Le soleil continuait son ascension au-dessus de Rio ce matin-là, indifférent à la tragédie qui s'était déroulée sous ses rayons réchauffants. Les falaises de Pedra Bonita restaient silencieuses, gardant leur secret sur les raisons pour lesquelles un maître des cieux était tombé en disgrâce. La mort de Lima s'ajoute à une liste inquiétante de rappels que dans le monde des sports extrêmes, même des décennies d'expérience ne peuvent garantir la sécurité lorsque les lois de la nature sont mises à l'épreuve. Le 28 octobre 2024. Les cieux au-dessus de Boituva, au Brésil, s'étendaient d'un bleu infini, une journée parfaite pour sauter. La petite ville au sud-est de São Paulo était depuis longtemps un refuge pour les parachutistes. Ses vents prévisibles et ses vastes espaces ouverts attirant des amateurs de sensations fortes du monde entier. Mais ce jour-là, le ciel paisible deviendrait le théâtre d'une tragédie dévastatrice. Carolina Munoz Kennedy, une psychothérapeute chilienne de 40 ans qui avait fait du Brésil sa maison depuis plus de 5 ans, se préparait pour ce qui serait son dernier saut. Membre expérimenté de la Fédération brésilienne de parachutisme depuis 2013, Kennedy n'était pas novice dans ce sport. Ses amis la connaissaient comme une parachutiste habile qui abordait le sport avec à la fois passion et précision. La journée avait commencé de manière assez routinière. Kennedy avait déjà effectué plusieurs sauts réussis, chacun témoignant de son expertise croissante dans le sport qu'elle aimait. Ce saut devait être son dernier de la journée. Une dernière danse avec la gravité avant de rentrer chez elle. Alors qu'elle montait dans l'avion, le paysage étendu de Boituva s'étendait en dessous comme un patchwork. Les autres parachutistes se souviendraient plus tard de son calme, des vérifications presso-familières, de la préparation méthodique qui était devenue une seconde nature après d'innombrables sauts. Mais quelque chose a terriblement mal tourné après qu'elles aient quitté l'avion. Des témoins au sol ont regardé avec horreur alors que Kennedy commençait à tourner follement dans les airs. Son parachute principal ne s'est pas déployé correctement. Dans de telles situations, l'entraînement prend le relais. Tirer la réserve, stabiliser, survivre. Kennedy a tenté une procédure d'urgence, luttant contre la descente en spirale alors qu'elle déployait son parachute de secours. Le parachute de secours, la dernière ligne de défense entre la vie et le désastre, a également mal fonctionné. Ceux qui regardèrent d'en bas ne pouvaient qu'assister impuissants, alors que Kennedy poursuivait sa lutte désespérée contre la physique et le destin, tournoyant de plus en plus vite vers la Terre. Patricio Chandia, président de la Fédération chilienne de parachutisme, expliquerait plus tard la séquence tragique. J'ai parlé avec le président de la fédération brésilienne, Wellington Mendes, qui m'a dit que c'était une défaillance du parachute principal et que le parachute de secours s'est également comporté de manière défectueuse et s'est écrasé au sol. Cela fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu d'accident de cette nature. Kennedy s'est écrasé sur une rue à Boituva, l'impact dévastateur mais pas immédiatement fatal. Les secours se sont précipités sur les lieux, la trouvant encore en vie, un témoignage de la résilience humaine. Mais malgré leur meilleur effort et sa volonté incroyable de survivre, Kennedy succombera plus tard à ses blessures dans un hôpital voisin. La tragédie a pris une dimension plus profonde lorsqu'une amie, Carol Schrappa, a révélé les réflexions récentes de Kennedy sur le sport. Elle voulait arrêter le parachutisme parce qu'elle avait perdu des amis proches dans le passé et elle faisait une transition de carrière vers la plongée en apnée. Elle voulait le réduire, pas complètement, parce qu'elle aimait vraiment ça et qu'elle était expérimentée. Elle connaissait les risques, elle était très enthousiaste, mais malheureusement, il n'y avait pas de temps. La police a lancé une enquête immédiate, saisissant l'équipement de parachutisme haute performance de Kennedy pour une analyse médico-légale. La Confédération brésilienne de parachutisme, profondément bouleversée par la perte de l'un des leurs, a promis une enquête approfondie sur la cause de la défaillance des 2 parachutes, un événement rare et catastrophique qui n'avait pas été observé dans la région depuis une décennie. Le ciel au-dessus de Boituva est resté bleu ce jour-là, indifférent à la tragédie qui s'était déroulée en dessous. La mort de Kennedy a servi de rappel brutal que dans le monde des sports extrêmes, même l'expérience, l'équipement adéquat et des conditions parfaites ne peuvent garantir la sécurité lorsque l'équipement échoue et que le destin intervient. Merci d'avoir regardé alors que nous explorions ces cascades tragiques. Mais notre prochaine vidéo est encore plus glaçante. 5 YouTubers qui sont morts en filmant, capturant leurs derniers instants à la caméra. Cliquez pour découvrir leur destin.